Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et vous présenter la province de la Colombie-Britannique. Je me présente, je suis Valentine et je suis responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office du tourisme du Canada. Aujourd'hui, je vous embarque pour une province dont la devise en latin est Splendor sine occasu, qui signifie splendeur sans diminution ou encore beauté sans fin. Je vous rassure, cette présentation aura une fin, mais c'est vrai qu'il était difficile de choisir tant la province offre de splendeur. Alors, sans plus attendre, attachez vos ceintures et nous nous envolons pour la Colombie-Britannique. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 dollars canadiens seulement, donc environ 5 euros, et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous bien que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes, donc environ 15% supplémentaires, ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires. La Colombie-Britannique se trouve sur la côte ouest du pays. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Pacifique, au nord par le territoire du Yukon, au sud par les États-Unis et à l'est par l'Alberta. C'est une province d'une fois et demie la taille de la France. Elle compte plus de 4 millions d'habitants, dont la majorité vit dans le sud de la province et près de 2% sont francophones. Pour faire découvrir à vos clients les expériences en français du Canada, consultez le site internet Corridor Canada. Pour venir en Colombie-Britannique, Air France depuis 2015 puis Air Canada ont lancé des vols directs qui passent par l'Arctique et relient Paris-Charles de Gaulle à Vancouver, code YVR, en moins de 10 heures. C'est idéal pour éviter de fatiguer vos clients en correspondance. Pensez aussi au vol WestJet Paris-Calgary pour arriver jusqu'à Vancouver. Et une fois à destination, n'oubliez pas de reculer votre montre de 9 heures. Pour venir dans l'Ouest, certains clients aventureux vous auront peut-être parlé du train. Il s'agit du train couchette le canadien de Via Rail qui va de Toronto jusqu'à Vancouver en 4 nuits et 3 jours. On peut dormir à bord dans des cabines et admirer les paysages depuis une voiture panoramique à 2 niveaux, mais aussi profiter d'un bar style Art déco et d'un wagon-restaurant. Il est même possible de s'arrêter en chemin, par exemple à Winnipeg ou encore à Jasper dans les Rocheuses. D'autres routes ferroviaires dites aventure sont disponibles selon les envies de vos clients. Le climat de la Colombie-Britannique varie selon si vous êtes sur la côte pacifique ou dans les terres. Côté Pacifique, tout est plus doux et modéré. Et dans les terres, il faut vous attendre à un printemps où la nature se réveille et fleurit malgré des températures fraîches la nuit. L'été, il fait très chaud, mais ça s'adoucit sur la côte et en montagne. L'automne est coloré et abondant dans les vignobles et les vergers. Les températures douces en journée se rafraîchissent la nuit. Et pour finir, l'hiver est enneigé aussi bien dans les terres qu'en montagne. Car sur la côte, que ce soit à Vancouver ou à Victoria, attendez-vous aux mêmes températures qu'à Paris. Comme la province est grande, il faut choisir un coin à explorer et revenir pour en faire un autre bout. La Colombie-Britannique est organisée en 6 régions touristiques, alors nous allons nous concentrer sur les coins les plus connus. Alors au sud, avec la région de Vancouver avec Whistler, puis le Thompson Okanagan, avant de filer vers les montagnes rocheuses et Kootenay. Ensuite, plein ouest sur l'île Vancouver et Haida-Gwaii au nord de la province. Nous atterrissons donc à l'aéroport de Vancouver, code YVR, après moins de 10 heures de vol. Vancouver est la plus grande ville de la province avec ses 2,5 millions d'habitants, mais son cœur se parcourt facilement à pied, si bien qu'une voiture n'est pas forcément nécessaire les premiers jours. Si vos clients veulent bien attendre pour la louer, ça leur évitera des frais de parking. Depuis l'aéroport de Vancouver, pour accéder au centre-ville, vous avez donc la possibilité d'emprunter la navette SkyTrain Canada Line
qui va de l'aéroport au centre-ville en 25 minutes pour environ 9 dollars canadiens. Et il s'agit d'un genre de RER métro. Quand vous arrivez dans le centre-ville de Vancouver, tout peut se faire à pied en 30 minutes. Vous avez d'un côté la vue sur les montagnes côtières, de l'autre le golfe du Pacifique. D'ailleurs, l'eau est omniprésente et si certains ont déjà fait des croisières, sachez que le port de Vancouver est le plus grand et le plus fréquenté du Canada et à destination notamment de l'Alaska, donc au nord, ou de la Californie au sud. Les quartiers à visiter absolument à Vancouver sont le centre historique Gastown, tout en briques et rue Fleury, où foisonnent galeries design ou bien d'art autochtone. Ce quartier sert régulièrement de set de tournage pour des films et séries américaines, d'où le surnom de Vancouver, Hollywood North. À côté se trouve le quartier Chinatown, qui comporte la plus importante communauté asiatique en Amérique du Nord, après New York, d'où le deuxième surnom de Vancouver, qui est Hongkouver, pour Hong Kong, d'où viennent de nombreux immigrés. Vous aurez aussi le plaisir de découvrir le poumon vert de la ville, le parc Stanley, car comme toutes les villes canadiennes, Vancouver a un parc géant en plein centre-ville. Il s'agit d'une péninsule dotée d'une promenade en bord de mer de 8 km avec une forêt pluviale regorgeant d'arbres millénaires géants. D'où le troisième surnom de Vancouver qui est Vancouver en référence à son côté écolo. Enfin, visitez absolument l'île de Granville, une ancienne zone industrielle devenue un quartier bobo très agréable. Cette île est réputée pour son marché couvert, ouvert toute l'année, où vous pouvez vous fournir en produits locaux comme le saumon fumé à l'érable, mais aussi en artisanat. Allez-y enfin pour l'animation, les artistes de rue, les galeries d'art, restaurants et bars qui sont face au port. Je vous parlais du rôle de Vancouver dans l'industrie cinématographique. Alors voici quelques exemples de films que vous pourriez regarder à la recherche de paysages locaux. En science-fiction, Twilight et Godzilla, le thriller L'effet papillon, la comédie Juno ou encore le drame de 50 nuances de Grey. Côté série, pensez à X-Files, Smallville ou plus récemment Les 100, Supergirl ou encore Riverdale. Côté sport, la ville n'est pas en reste. Pour retrouver les locaux autour d'une rencontre sportive, pensez aux équipes de Vancouver, comme par exemple les Canucks pour du hockey sur glace d'octobre à avril. Ce sont les stars incontestées sur lesquelles tout le monde a son avis dans la ville. Vous avez ensuite les Lions de la Colombie-Britannique qui sont très appréciés. Leur saison de football canadien va de juin à novembre. Encouragez également les Whitecaps FC en soccer, c'est-à-dire notre football français de mars à octobre. Et enfin, les Warriors en lacrosse de décembre à juin. C'est un sport typiquement canadien que vous pouvez découvrir lors de votre voyage. La ville de Vancouver est aussi riche de sa culture autochtone. La Colombie-Britannique abrite le plus grand nombre de cultures autochtones différentes dans tout le Canada. Leur culture, histoire et tradition datent de plus de 10 000 ans et leur héritage est particulièrement visible, notamment au travers de leur art. Pour la découvrir, filez au musée d'anthropologie, à la galerie de Bill Reid et aussi au parc à totem du parc Stanley. Enfin, avant de quitter Vancouver, profitez des attractions naturelles alentour, comme par exemple le pont suspendu de Capilano à 15 minutes du centre-ville. Il s'agit d'un parc en pleine forêt pluviale où vous trouvez des informations sur les Premières Nations qui vivaient dans le coin, mais aussi un pont suspendu au-dessus du canyon, un parcours interprétatif à la cime des arbres et une passerelle à flanc de falaise. 5 minutes de voiture plus loin, découvrez Grouse Mountain, accessible en téléphérique ou en rando pour les plus courageux, pour voir la plus belle vue de Vancouver.
Il s'agit de la plus proche montagne de la ville où les habitants viennent skier l'hiver jusqu'à 22 heures et l'été, vous pouvez randonner, faire de la tyrolienne et vous familiariser avec la faune grâce à un refuge à grizzly pour deux orphelins, Grinder et Kula, mais aussi un enclos pour loups qui est plus bas derrière le parking. Après quelques jours en ville, louez une voiture et partez en voyage itinérant en Colombie-Britannique. Prenons plein nord en empruntant la sublime Sea to Sky Highway, direction Squamish. Passons par le parc Garibaldi et enfin découvrons la station de villégiature de Whistler à 2 heures de Vancouver. La première portion du trajet dure environ 1 heure de Vancouver à Squamish et elle se fait sur une autoroute connue comme la Sea to Sky Highway, c'est-à-dire la route de la mer au ciel. C'est une route panoramique entre fjords et montagnes côtières où chaque tournant est plus éblouissant. C'est l'option la plus rapide pour se rendre à Whistler, mais si vos clients veulent faire des arrêts dans des villages, sachez qu'une petite route côtière existe en contrebas de l'autoroute. Je vous parlais de fjord et justement à mi-chemin entre Vancouver et Whistler, au niveau de la ville de Squamish, vous avez l'opportunité de l'admirer grâce à un téléphérique qui vous amène en haut de la falaise. La vue depuis la plateforme d'observation est juste splendide. Vous pouvez d'ailleurs y manger ou encore profiter des nombreux sentiers de randonnée qui en partent. Les amateurs d'escalade y trouvent aussi leur bonheur et au pied du téléphérique, je vous conseille une mine de cuivre qui est juste étonnante, c'est le Britannia Mine Museum. Leur visite est passionnante et l'intérieur du moulin historique sur 20 étages vous laissera, je vous l'assure, bouche bée. Il sert d'ailleurs souvent de décor pour des films et je pense notamment à Scooby-Doo 2 ou X-Files. Nous arrivons maintenant à Whistler, à 45 minutes au nord de Squamish. Cette station de villégiature est comparable à Megève car elle a été créée autour d'un village piétonnier au charme fou. Des chalets en bois rond et en pierre grise bordent les allées avec terrasses de restaurants et bars à foison, mais aussi des boutiques et des galeries d'art. En été, c'est le point de départ d'aventures en pleine nature de tout type, comme par exemple la randonnée, le vélo de montagne ou encore tyrolienne, quad. D'ailleurs, je vous recommande la randonnée du parc Garibaldi qui offre des vues juste spectaculaires comme vous pouvez le voir ici. En juin-juillet, quand l'eau de fonte des glaciers est importante, le lac est bleu turquoise. Pour ceux qui veulent profiter des vues sans trop d'efforts, embarquez à bord du téléphérique Peak to Peak qui rejoint toute l'année les monts Whistler et Blackcomb en survolant la vallée. Whistler offre aussi un très bon musée pour découvrir les Premières Nations locales, le musée Squamish Lillooet. Il organise des visites guidées et des activités pour réaliser de l'artisanat autochtone ou apprendre des chants traditionnels. La station de villégiature de Whistler est la plus grande station de ski du Canada et elle s'est fait connaître en 2010 lors des Jeux olympiques d'hiver. La Poudreuse y est réputée pour skier, faire du snowboard, des glissades en tubing, ce sont des luges rondes de type bouée, mais aussi de la motoneige ou encore des raquettes de la tyrolienne avant de se prélasser dans l'extraordinaire spa scandinave. Enfin, tous les ingrédients d'un séjour mémorable sont réunis ici. Depuis Whistler, de nombreux visiteurs filent plein est direction les montagnes Rocheuses. Avant d'y arriver, ils traversent une vallée étonnante et sympathique, c'est celle du Thompson Okanagan que j'ai entourée en orange sur cette carte. Kamloops fait figure de ville carrefour depuis laquelle s'ouvrent à nous 3 possibilités. Partir au nord vers Clearwater et le parc provincial de Wells Gray, partir au sud vers la vallée de l'Okanagan de Kamloops à Osoyoos, qui est en vert sur la carte, ou partir plein est direction les Rocheuses et les montagnes Kootenay, ce qui nous permettra de continuer le tour de notre province.
Kamloops compte environ 80 000 habitants et pourrait être un point de départ pour un séjour riche en aventures, en pleine nature, dans un cadre semi-aride qui surprendra vos clients. D'ailleurs, on peut y arriver en avion, le code de l'aéroport est YKA. En arrivant de Whistler et 30 minutes avant d'arriver dans le centre-ville, vous pouvez apprécier cet environnement lors de la randonnée Balancing Rock and Hoodoos, qui offre une superbe vue sur le lac de Kamloops encaissé dans la vallée. Kamloops dispose d'une offre variée d'hébergements, mais aussi d'excellents restaurants et cafés. Elle séduit aussi pour sa créativité que l'on découvre dans les back-alleys, c'est-à-dire les magasins derrière les magasins, où de gigantesques fresques murales font le bonheur des Instagrammeurs. Enfin, vous pouvez y découvrir l'histoire autochtone dans un petit musée atypique. C'est le musée du parc patrimonial Secwépemc qui est installé dans un ancien pensionnat pour Premières Nations. Kamloops est aussi une ville escale pour 2 trains. Le train luxueux, le Rocky Mountaineer, qui est une attraction en soi avec au choix 3 forfaits touristiques en train entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, comme par exemple de Vancouver à Jasper en 2 jours dans un train qui fait une halte la nuit à Kamloops. Vous avez aussi de Vancouver à Jasper en passant par Whistler et Quesnel. Et pour finir, de Vancouver à Banff Lake Louise en passant par Kamloops. Mais aussi, plus simplement, le train couchette, le canadien qu'on a mentionné en début de présentation, qui va de Vancouver jusqu'à Toronto en faisant escale à Kamloops. Autour de Kamloops, pensez à tous les ranchs où vos clients pourraient découvrir le mode de vie western. On peut y participer en faisant des randonnées à cheval, du rabattage de bétail avec les cowboys, mais aussi faire des randonnées pédestres, du canoë, VTT, quad, voire même prendre des cours de survie en forêt ou tout simplement observer la faune. En parlant d'observer la faune, que ce soit les faucons, cerfs ou encore l'ours, un moment idéal pour ça, c'est le Salmon Run. Ça a lieu tous les ans vers la mi-octobre quand les saumons du Pacifique migrent jusqu'à leur lieu de naissance pour pondre leurs œufs dans la rivière Adams à Squillax. On l'observe bien depuis les sentiers de randonnée du parc Roderick Egg Brown. De là, nombreux sont ceux qui filent vers les Rocheuses en passant par le parc Wells Gray. Ce superbe parc est peu fréquenté. On y entre par la communauté de Clearwater à 1h30 au nord de Kamloops. S'y arrêter plusieurs jours permet de faire des randonnées magnifiques comme les chutes Elmken. C'est l'une des chutes les plus incroyables du Canada dans un canyon qui est très accessible avec un parking devant la cascade. Vous avez aussi les chutes Spahats, la cascade Moult ou encore les chutes Baileys pour des randonnées plus longues de 2 heures environ. Notez que Clearwater est à seulement 3h20 de route de Jasper. Si vos clients ne vont pas dans le nord, ils pourraient descendre plein sud et découvrir la vallée de l'Okanagan et sa belle route des vins qui compte plus de 200 vignobles. De Kamloops à Osoyoos, tout au sud, comptez presque 4 heures de route gourmande et panoramique. On considère que le nord de la vallée va de Kamloops à Kelowna en passant par Salmon Arm et Vernon. Le climat y est plus frais, ce qui favorise la culture du Pinot, du Sauvignon et du Riesling. Tandis que le sud s'étend de Kelowna à Osoyoos en passant par Penticton et Oliver, la chaleur y est intense l'été, si bien qu'on y cultive surtout des Cabernet Sauvignon, du Merlot et Syrah. C'est la seule région désertique classée comme telle au Canada. Le lac d'Osoyoos y est le plus chaud du pays avec environ 24 degrés. Alors même si vous n'y allez pas pour les vins, faites un détour pour les activités nautiques et la vue car la vallée offre de très beaux panoramas sur le chapelet de lac. Vous pouvez d'ailleurs vous y baigner après une bonne dégustation. Nous avons parlé boissons, alors passons à la nourriture que vous pouvez goûter dans cette province. Les produits de la mer sont très prisés vu qu'on est sur la côte pacifique. Le saumon est un aliment de base pour les Premières Nations. Il peut être fumé, mariné, grillé à la plancha. C'est un délice à ne pas manquer.
Mais pensez aussi aux huîtres, car la Colombie-Britannique produit près de 60% des huîtres canadiennes, avec plus de 20 variétés, et aux crabes Dungeness, qui a une chair tendre, ou aux crevettes tachetées pendant leur courte saison entre mai et juin. Côté fruits et légumes, les vergers sont abondants et les pommes et baies de l'Okanagan très réputées. D'ailleurs, en dessert, vous pourriez goûter la crème glacée autochtone Skewsem qui consiste en une mousse au baies. Enfin, testez les carrés Nanaimo, c'est une douceur en plusieurs couches avec chocolat, crème vanille et chapelure coco. Surtout, souvenez-vous que la proximité géographique avec l'Asie influence fortement la façon de cuisiner qui s'apparente beaucoup à de la fusion. Alors souvenez-vous, nous avions 3 options pour continuer notre périple. Je vous ai parlé du nord et du sud, mais c'est plein est que nous allons maintenant direction les montagnes rocheuses en Colombie-Britannique et la chaîne de montagnes Kootenay. Vous pouvez le conseiller les yeux fermés à vos clients qui ont adoré les Rocheuses en Alberta, car vous allez voir qu'on y retrouve les lacs aux eaux émeraudes, mais aussi la faune à observer tout en s'adonnant à des aventures en pleine nature. À 2h30 à l'est de Kamloops, vous arrivez au parc national du mont Revelstoke. Ce paysage de haute montagne offre de splendides vues sur des vallées profondes, remplies de forêts anciennes et humides. Vous y apprendrez l'histoire du col Rogers et du chemin de fer transcontinental du Canada. Et vous profiterez aussi d'un deuxième parc national réputé à côté, celui des glaciers. C'est juste 30 minutes à l'est. Pour se loger et se restaurer, restez à la ville de Revelstoke, c'est là que commencent les aventures de haute montagne. C'est une version protégée et moins fréquentée des Alpes où les sports de plein air se déclinent été comme hiver. 1 heure plus à l'est, vous arrivez au parc national de Yoho avec pour l'hébergement la petite ville de Golden. Si elle paraît sage au premier regard, c'est en fait le point de ralliement de tous les passionnés d'adrénaline en plein air. C'est même considéré comme la patrie de l'héliski. Le parc Yoho, quant à lui, constitue la partie ouest des Rocheuses canadiennes. Vous y trouvez des sentiers de randonnée et des paysages évidemment spectaculaires. Enfin, 3 heures au sud du parc de Yoho, vous pouvez découvrir un autre parc extraordinaire, celui de Kootenay. C'est un lieu de contraste exceptionnel où des rivières de montagne aux eaux glacées côtoient des sources thermales bouillonnantes, au radium notamment. Vous passerez des chutes spectaculaires et des canyons étroits le long d'une route panoramique magnifique à chaque rivage. Elle est dans le même esprit d'ailleurs que la promenade des glaciers entre Banff et Jasper en Alberta, mais attention, elle est moins longue. Bref, vos randonnées y seront mémorables et vos soirées peuvent l'être tout autant car le point de départ du parc Kootenay, la jolie localité de Kimberley, est connue pour ses nombreux festivals et événements. On peut d'ailleurs y accéder en 1h20 d'avion depuis Vancouver grâce à l'aéroport des Rocheuses, Cranbrook, code YXC, à 30 minutes de Kimberley. Avant de quitter les montagnes, récapitulons à qui elles plairont. Les amateurs de plein air, été comme hiver, à la recherche de paysages spectaculaires moins fréquentés qu'en Alberta, pour faire de la randonnée, mais aussi du vélo de montagne, du deltaplane ou du parapente, de l'escalade sur glacier, du rafting en eau vive ou encore du snowboard et du ski dans des versions aventureuses comme l'héliski et le catskiing. La région plaît aussi aux contemplatifs qui cherchent à observer la faune dans son habitat naturel, que l'on parle de chèvres de montagne ou d'ours ou de grizzlies qui peuplent les Rocheuses. Elle plaira aussi aux épicuriens qui aiment se prélasser aux sources thermales d'eau chaude après une journée bien remplie puisqu'elles sont légion dans la région. Certaines sont plus sauvages que d'autres. Je vous conseille Canyon Hot Springs ou celle de Lucier dans son cadre naturel. Depuis Kimberley, 3 possibilités s'ouvrent à vous. Soit on retourne sur Vancouver en 1 heure de vol grâce à l'aéroport de Cranbrook, soit on retourne à Vancouver en 9h30 de route qu'on coupe en faisant halte dans la vallée des vins de l'Okanagan vers Osoyoos,
puis à Manning Park. Ou sinon, on file vers Calgary en Alberta et pour ça, on passera par la patrie du cat skiing, la ville de Fernie, à 1 heure de route de Kimberley. Ce sublime village de montagne dans un écrin préservé est un spot de départ d'aventure en plein air. De là, il ne leur reste plus qu'à remonter 3 heures au nord pour arriver à l'aéroport international de Calgary. En ce qui nous concerne, on veut encore vous montrer à quoi ressemble l'ouest de la province, côté Pacifique. Explorons ensemble l'île de Vancouver, la plus grande île du littoral pacifique nord-américain. Elle fait presque 4 fois la taille de la Corse, mais elle est majoritairement peuplée dans le sud, autour de la capitale provinciale, Victoria. Le reste de l'île est assez sauvage avec peu d'infrastructures. D'ailleurs, la seule route du nord au sud se trouve côté continent et non Pacifique, donc il faut toujours faire des allers-retours pour aller d'un point à un autre. Pour vous rendre sur l'île de Vancouver, 3 options. Soit vous profitez des traversiers BC Ferries pour garder votre voiture de location. La traversée dure 1h35 depuis le terminal de Tsawwassen, à 35 minutes au sud de Vancouver, à Swartz Bay, à 30 minutes de route de Victoria. Soit vous prenez l'avion et alors vous avez la possibilité de prendre soit un vol domestique, donc de 30 minutes depuis l'aéroport de Vancouver, code YVR, à l'aéroport de Victoria, code YYJ. Soit un hydravion en une trentaine de minutes également pour admirer de plus bas le golfe de Vancouver avec son chapelet d'îles depuis le port du centre-ville de Vancouver au port du centre-ville de Victoria. Donc, vous n'avez pas de trajet supplémentaire. Quand vous arrivez sur la grande île de Vancouver, passez absolument et en toute saison aux Butchart Gardens qui sont organisés par thème et présentent des essences locales qui sont belles toute l'année grâce au climat doux de cette partie du Canada. Puis découvrez la capitale provinciale Victoria, explorez la ville à vélo comme les locaux et laissez-vous séduire par son charme britannique. Longez le port intérieur, le Fairmont Empress Hotel, donc que vous voyez ici en briques, et aussi les édifices du Parlement provincial qui sont ici en pierre. Visitez aussi le Royal BC Museum qui est doté d'une galerie permanente sur l'histoire des Premières Nations. En général, on vient aussi à Victoria pour faire observer les orques résidents du golfe de Vancouver. Ils s'approchent en excursion bateau de mai à octobre quand ils chassent le saumon migrateur. Les départs se font depuis les quais flottants de Fisherman's Wharf. Les excursions sont possibles en bateau confortable ou en Zodiac de 12 à 36 passagers pour vos clients plus aventureux. On observe alors les baleines tout en respectant la législation canadienne qui exige de couper le moteur à moins de 200 mètres de l'animal et 400 mètres s'il s'agit d'un mammifère marin en voie de disparition ou menacé. L'animal sauvage a donc le choix de s'approcher de vous et il faut bien reconnaître que ça rend les rencontres encore plus magiques. En remontant maintenant vers le nord de l'île de Vancouver, après avoir passé Duncan et Nanaimo, vous arrivez en un peu plus de 2 heures à Cathedral Grove, une forêt pluviale millénaire située dans le parc provincial Macmillan. Vous pouvez y faire une randonnée interprétative entourée de sapins géants dits Douglas, dont certains ont plus de 800 ans. De là, il ne vous reste plus qu'à virer plein ouest et moins de 2 heures plus tard, vous sentez les embruns vivifiants de l'océan Pacifique. On arrive par la localité d'Ucluelet qui comporte de nombreux magasins, hébergements et services. Il fait bon s'y poser quelques jours, se balader le long des sentiers d'interprétation qui vous mènent à des plages en forêt pluviale. Je vous recommande vivement une virée en bateau ou en kayak jusqu'à l'archipel Broken Group aux eaux vert émeraude. Et puis, au sud de l'archipel Broken Group se trouve une réserve de Parks Canada, celle de Pacific Rim. Elle protège tout un écosystème et des sentiers historiques qu'empruntaient les Premières Nations pour faire des échanges et se déplacer.
Les amateurs de randonnée peuvent réserver pour parcourir ce sentier de la côte ouest, appelé en anglais West Coast Trail, WCT, qui est souvent nommé comme l'un des meilleurs sentiers de randonnée au monde. Il est ouvert de mai à fin septembre et prend entre 3 et 5 jours pour parcourir 75 km avec dénivelé, échelles, cascades et des vues splendides sur le Pacifique. À 35 minutes au nord d'Oquelette se trouve une autre localité réputée et bien pourvue en restaurants et hébergements, c'est Tofino. Ce village mi-bohème, mi-bourgeois regorge aussi de galeries d'art et de boutiques d'artisans. Le temps y est comme suspendu. C'est le moment d'essayer le surf sur la belle plage Long Beach. C'est aussi le point de départ d'excursions en bateau ou en hydravion, comme pour aller voir les orques et baleines ou tout simplement se prélasser aux sources thermales d'eau chaude du parc provincial marin Makina. En parlant de se prélasser, pensez à préparer votre playlist de chanteurs locaux pour ce voyage itinérant en Colombie-Britannique. Les amateurs de jazz écouteront Michael Bublé ou encore Diana Krall, de blues rock Miss Quincy ou Harponist and the Axe Murderer. Pour du indie pop ou rock, écoutez Nelly Furtado, Yukon Blonde ou Say the Wall. Et pour de la pop, découvrez Carly Rae Jepsen, Daniel Potter ou encore Doug and the Slugs. Il est maintenant temps de terminer l'île de Vancouver avec sa partie nord. Nous passerons par Campbell River et continuerons jusqu'à Port Hardy en passant par Telegraph Cove et Alert Bay. Puis, nous ferons une excursion à Haida Gwaii pour vous présenter cette île autochtone préservée. À 3 heures d'Oquelette, en reprenant la route 19 qui longe l'île du nord au sud, vous arrivez à la capitale mondiale de la pêche au saumon, Campbell River. Sur place, vos clients ont un large choix d'hébergements et d'excursions pour observer les orques, mais aussi les ours qui sont très actifs dans la région de mai à octobre. D'ailleurs, vous avez entendu parler des ours bruns, des ours noirs et des grizzlies, mais connaissez-vous les ours Kermode? Surnommée ours esprit, cette sous-espèce de l'ours noir se reconnaît à son pelage blanc crème dû à un gène récessif. Une légende amérindienne raconte que le corbeau créateur du monde l'a choisi pour témoigner de l'âge de glace. Il en subsiste environ 400 en Colombie-Britannique et le meilleur moment pour les voir est en septembre, juste avant l'hibernation. Continuons notre route et 2h15 au nord de Campbell River, voici Telegraph Cove, un charmant village de 20 habitants reconnaissable à ses maisons colorées sur pilotis du côté du petit port. C'est un point de départ réputé pour observer la faune marine. 30 minutes de voiture plus tard, Port McNeill est le point de départ d'un traversier pour l'île Cormoran. En 45 minutes, vous arrivez ainsi sur une île autochtone où se trouvent les plus grands totems au monde. Je vous recommande aussi d'y visiter le superbe musée et centre culturel Yumista. C'est sur l'histoire des Premières Nations locales. Pour l'hébergement et la restauration, il y a tout ce qu'il faut au village d'Alert Bay, mais aussi des galeries et boutiques d'artisanat. De retour aux portes de McNeill, il ne reste que 30 minutes de route pour arriver à l'extrême nord de l'île de Vancouver, Port Hardy. On y va en général pour embarquer sur un ferry mythique, celui de l'Inside Passage, passage de l'intérieur en français. Il remonte plein nord en direction d'une île autochtone préservée, Haida Gwaii. Le trajet dure environ 18 heures de Port Hardy à Prince Rupert avec un arrêt à Bella Bella. La traversée vous fait découvrir des fjords, des forêts humides et des petits villages isolés de la côte pacifique, tout en observant dauphins, otaries et baleines. C'est un voyage dans le voyage et selon beaucoup, un des plus beaux voyages en ferry au monde. Une fois à Prince Rupert, sachez qu'un deuxième ferry vous attend pour vous rendre sur l'île d'Haida Gwaii. Cette fois-ci de Prince Rupert à Skygate, comptez 8 heures supplémentaires.
mais vous pouvez très bien rester à la charmante ville portuaire de Prince Rupert sur l'île Cayenne. Cette communauté entourée d'eau, avec îles et fjords par milliers, présente une atmosphère étonnamment cosmopolite. On y apprécie son histoire autochtone et aussi le quartier sur pilotis de Kobe. Si vous n'avez pas le temps pour une autre traversée en ferry, notez qu'un service aérien est disponible tous les jours de Vancouver vers Sandspit. Le code est YZP en 1h45. Vous connaissez peut-être l'archipel d'Haida sous son ancien nom, les îles de la Reine Charlotte. On y vient pour découvrir un monde luxuriant, retiré et empreint de spiritualité autochtone. D'ailleurs, il est géré par la communauté autochtone AIDA et Parks Canada, si bien qu'il faut tout réserver en avance auprès des Premières Nations pour se déplacer dans cet écosystème qui est évidemment très protégé. Cet archipel est aussi connu comme les Galapagos du Nord pour sa faune marine la plus diversifiée du Canada. Si vos clients ne font ni l'Inside Passage ni l'archipel d'Haida Gwaii, alors il leur faut rebrousser chemin pour retourner à Vancouver, puisqu'il n'y a qu'une route, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est la route 19, qui est située côté est de l'île de Vancouver. Je veux vous montrer maintenant une alternative pour terminer ce tour en beauté par la Sunshine Coast. Il y a quand même 3h15 de route identique de Port Hardy à Comox, puis en prenant le ferry de Comox, donc Little River, à Powell River, Westview, nous arrivons donc en 1h30 sur la côte ensoleillée, un paradis protégé des intempéries par les montagnes côtières que l'on voit toujours au loin. Nous allons donc descendre la Sunshine Coast de Powell River à Gibsons tout au sud, d'où un autre ferry nous ramènera à Vancouver. La Sunshine Coast, c'est avant tout un environnement splendide entre terre et mer où les montagnes côtières offrent partout des sentiers de randonnée avec des points de vue juste époustouflants. Je dois donc commencer par évoquer la Sunshine Coast Trail pour les amateurs de randonnée. Ils y trouveront 180 km de sentiers avec de magnifiques randos à la journée. Sachez aussi que les 4 points de chute les plus riches en hébergement et restaurants sur cette côte ensoleillée sont donc, on va les énumérer du nord au sud, Powell River, qui est connu pour avoir la plus grande usine de pâtes à papier du monde, mais aussi un théâtre et des galeries d'art de renommée mondiale. Vous avez aussi Pender Harbor, qui est situé au milieu de la Sunshine Coast. Elle charme avec son port en forme de fer à cheval. Shelt, qui est une petite communauté également à 40 minutes de voiture de là. Et pour finir, Gibsons à l'extrême sud, qui est aussi animé que Powell River avec théâtre, musée sur la faune sous-marine locale. C'est à voir. Pour ceux qui cherchent à se reposer après un road trip exaltant, l'île Savory est l'endroit tout indiqué. Surnommée Pleasure Island ou l'Hawaï de la Colombie-Britannique, cette île sans voiture est accessible grâce à un bateau-taxi en 10 minutes depuis Lund. On s'y balade à pied ou à vélo en observant la faune ou juste les plages immaculées de sable blanc aux eaux cristallines exceptionnellement chaudes pour la région. Le petit village côtier de Lund, par lequel on y accède, est renommé dans la communauté de plongée sous-marine, puisque la visibilité y est juste excellente et la faune marine très variée. Parmi les points d'intérêt de la Sunshine Coast, attardons-nous aussi sur le parc provincial de Skookumchuck Narrows. On y accède depuis le village d'Egmont et on s'y balade le long des rapides Shelt qui sont formés lors d'un changement de marée 2 fois par jour. Lorsque l'amplitude est importante, on voit des kayakistes et des surfeurs expérimentés, mais aussi des otaries surfer sur les vagues. Enfin, la Sunshine Coast plaira aux amateurs de sports nautiques et pour son esprit insulaire qui est serein, où de nombreux artistes trouvent refuge. Un spot renommé est Secret Cove et vos clients trouveront de beaux points d'accès, des excursions en bateau et des sentiers de randonnée iconiques comme celui de Smuggler Cove.
Pour rentrer à Vancouver, le ferry depuis Gibsons ne prend que 40 minutes. Notre tour est maintenant terminé et vous l'aurez compris, la province de Colombie-Britannique regorge d'attraits entre terre et mer. Que ce soit ses villages et ses villes vibrantes comme Vancouver et Victoria, ou ses espaces naturels variés comme les chaînes de montagnes côtières avec Whistler ou les rocheuses Kootenay vers Golden et Kimberley. On y trouve aussi des régions étonnantes comme les vallées arides mais fertiles du Thompson Okanagan et ensuite l'île de Vancouver qui abrite une faune remarquable et protégée. Le continent du Pacifique, évidemment, un tel voyage prend trop de temps. Alors les tours opérateurs proposent de nombreux itinéraires focalisés sur une partie ou une autre de cette province. Cernez les envies de vos clients et proposez-leur de revenir encore et encore. Je vous l'assure, ils ne s'ennuieront pas. Pour résumer, voici les 3 points forts de la Colombie-Britannique. Je dirais alors que la Colombie-Britannique est le paradis des aventures douces ou extrêmes en plein air, que ce soit en été ou en hiver, une panoplie d'activités est possible. On y trouve aussi une faune spectaculaire. La Colombie-Britannique est le terrain de jeu de nombreuses espèces de baleines, dont les majestueux orques, mais aussi d'ours noirs, bruns et crème. Enfin, il faut souligner sa douceur de vivre. La Colombie-Britannique a pour slogan super naturel et ce n'est pas pour rien. Avec son côté écolo, local et son climat doux propice aux vergers et aux vignobles, comme ceux réputés de la vallée de l'Okanagan, c'est une province où vos clients épicuriens trouveront de quoi se faire plaisir. Pour finir, je vous ai réservé un moment de lecture avec une auteure de Colombie-Britannique passionnée de pâtisserie. Elle est d'ailleurs même venue l'étudier à Paris avant de fonder une boulangerie réputée à Vancouver. Il s'agit de Jackie Kay Ellis, une artiste de formation qui nous livre là, en français, une autobiographie poignante, saupoudrée de quelques recettes. Je vous invite donc à dévorer son livre qu'il se nomme La mesure de mes forces. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et je vous propose, pour en savoir plus, de visiter les sites officiels de l'Office de tourisme national, donc avec explorercanada.fr et l'Office de tourisme provincial avec lobc.com. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissard@tourisme-synergique.com. Et pour terminer, je vous laisse avec la magnifique vidéo de Colombie-Britannique et je vous souhaite une belle journée et à tantôt au Canada.